Début 19e siècle. Apparition des premières manufactures de chocolat. 1828. Invention de la séparation du beurre et de la poudre de cacao. 1867. Invention du lait en poudre par Henri Nestlé. 1879. Invention de la conche par Rudolf Lindt. Ces techniques nouvelles ont favorisé le développement des grandes marques internationales. 1875. La première tablette de chocolat au lait par Nestlé. 1905. Le Toblerone de Tobler. La tablette Dairy Milk de Cadbury. 1923. Les barres Milky Way. 1932. Les barres Mars. 1935. Le Kit Kat de Rowntree. 1937. Les Smarties. La production se massifie. 125 000 tonnes par an au début du XXe siècle, 2,5 millions dans les années 1980 et 5 millions aujourd'hui. Les régions de production évoluent selon nos dynamiques coloniales. Les pays indépendants d'Amérique latine sont délaissés à la faveur des colonies africaines. Au Ghana, puis en Côte d'Ivoire et au Nigeria, qui deviennent les leaders mondiaux et produisent encore aujourd'hui 70% des fèves de cacao. En France, le chocolat est un produit d'entreprises multinationales. 5 grandes marques concentrent 80% des ventes en grande surface. Pour comprendre cette chaîne de valeur du cacao, il faut en revenir à l'origine. Avant les années 1980, on a fondamentalement une chaîne qui est faite de 4 métiers bien distincts. Et dans les années 80, on a véritablement un bouleversement en fait de cette structuration de chaîne. On a des acteurs qui viennent en fait plutôt des matières premières, des céréales, etc. On va transporter la fève de cacao comme on transporte la céréale dans des grands bateaux en vrac. Ce qui nous intéresse, c'est en fait d'avoir le volume de la fève, de pouvoir produire du chocolat en continu et donc du coup d'avoir une commodité qui est échangeable en plus sur les marchés internationaux. Le résultat de ces différentes transformations, c'est quelque chose qui ressemble un peu à, on va dire, un sablier. C'est véritablement ce phénomène-là qu'on appelle oligopole, le poids que va prendre un groupe restreint d'entreprises sur toute la filière. On n'est pas du tout dans un rapport de force qui est en faveur du producteur. On a une tendance baissière depuis une cinquantaine d'années des cours mondiaux du cacao. Aujourd'hui, les producteurs sont rémunérés 2 fois moins que ce qu'ils touchaient dans les années 80 avant la libéralisation, si on corrige de l'inflation. Mais dans l'absolu, il n'y a pas que la question du niveau du prix du cacao qui est important, il y a aussi sa stabilité dans le temps. Les cours mondiaux du cacao, qui sont donc cacao est donc coté en bourse, bourse de New York et bourse de Londres, et on a une véritable volatilité du prix sur ces bourses. Cette volatilité, sur la tablette de chocolat ou les tablettes de chocolat dont on a l'habitude, voire les autres produits chocolatés, on ne la voit pas. On a une décorrélation entre le prix qui est payé aux cacaoculteurs et le prix qui est payé par les consommateurs. Et toute cette variabilité qu'on a aujourd'hui sur les cours mondiaux, on ne les voit pas au niveau de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un choix des parts des marques ou même des distributeurs de fin de chaîne de ne pas répercuter le prix, la variabilité du prix mondial de cacao. Et donc, forcément, on se retrouve avec des situations socialement et environnementalement assez désastreuses. Le prix bas que reçoit le producteur a une incidence directe sur la scolarité, sur la santé et surtout sur l'alimentation. Comme le producteur n'a pas suffisamment de revenus, il est obligé à travailler avec toute sa famille. Quand les enfants, avec son parent, avec les parents, travaillent, elle oublie un peu ce devoir de l'école. Beaucoup de familles, parfois, sont mortes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour se soigner. C'est la réalité de comment vivent la famille à la campagne. La faiblesse du prix et sa variabilité imposent aux producteurs de trouver par eux-mêmes les moyens de leur propre subsistance. Et ces moyens sont trouvés malheureusement au détriment soit de leurs enfants, de leur famille ou de la forêt. L'idée de l'abatis, brûlis, de la défriche et de planter sur un écosystème déforesté, c'est qu'on va cultiver des cacaoyers en plus grand nombre que dans la forêt primaire. Et du coup, on va donner accès au soleil à un plus grand nombre de cacaoyers. Donc un agriculteur en agriculture de front pionnier espère mettre à profit cette fertilité naturelle qui résulte de la forêt naturelle, de la forêt primaire. C'est vrai que dans un premier temps, ça peut donner de très hauts rendements.
Le problème, c'est qu'effectivement, la fertilité, qui peut être, on va dire, dans les premières années, on peut aller jusqu'à 2000 kilos de fèves à l'hectare, eh bien, on descend à des niveaux de 500 kilos comme aujourd'hui, une trentaine d'années après. Ah ben, du coup, quand le rendement est dérisoire, les agriculteurs trouvent que ça ne devient plus rentable, d'autant plus que comme l'écosystème a été un peu endommagé, eh ben, pour lutter contre les myrides, un insecte prédateur, on commence à mettre des insecticides. Pour lutter contre les mauvaises herbes, en tout cas les herbes adventices, on met un herbicide. Pour lutter contre la cochenille aussi, un insecticide. Et du coup, les coûts en intrants monétaires, coûteux en termes monétaires, s'accroissent, la valeur ajoutée diminue, et du coup, un grand nombre d'agriculteurs considèrent que ce n'est plus rentable et qu'il vaut mieux partir ailleurs. Et la cacaoculture continue d'être une culture de front pionnier en Côte d'Ivoire. On est passé de 80% de forêt en Côte d'Ivoire à quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui de moins de 20%. Il y a des régions de Pérou donde vient la implantation, donde ne sont pas encore organisées, on peut voir certaines réalités, certaines similitudes avec les Côte d'Ivoire. Elle coupe la forêt, elle plante le cacao. Il commence le cercle vicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la famille, le que mange le chocolat ici, profite de la richesse du sol de la forêt de l'Amazonie. Elle mange le chocolat, mais elle ne se rend pas compte qu'elle aide à la destruction de la forêt, à la destruction de la richesse du sol. En termes d'alternatives, forcément, le mot qui vient à la bouche, c'est celui du commerce équitable. On a là, certainement, parmi les choses les plus importantes pour se donner les chances de changer le système. Parce que dans les fondements du commerce équitable, il y a justement de reprendre à la base la construction du prix, de repartir du producteur. Deuxièmement, il y a la question de l'organisation collective des producteurs qui est fondamentale, qui est dans les principes clés du commerce équitable. Quand tu arrives à la campagne, il y a plein de... En le petit village, il y a 40, 50 ou 100 familles et chaque famille, 2 hectares maximum. Je pense que justement, c'est le système de commercialisation qu'on a développé qui permet de garder toute la qualité qui est déjà en place dans le système de production de la famille. Quand tu rentres à la plantation de cacao, tu peux voir si la plantation, c'est magnifique, c'est un jardin. C'est un jardin de variétés anciennes. Quand tu ouvres la cabosse de cacao, tu peux sentir la fleur. Tu peux sentir les arômes de cacao. Quand Éthicable, elle paye un bon prix, on le rend un produit de haute qualité. La coopérative estime que le prix que paye Éthicable, c'est 42% de plus que les autres, que le marché normal. Un prix équitable, c'est pas payer juste plus que le prix du marché. Un prix équitable, c'est un prix qui est décorrélé du marché. C'est un prix qui est basé sur les coûts de production à la base. Donc il y a un lien entre les superficies de cacao. On a dit, les producteurs paysans comme ceux avec lesquels nous travaillons, ils ont en moyenne 2 hectares de cacao. C'est essentiellement de la main-d'œuvre familiale qui travaille dessus. Donc il y a un ratio entre la superficie, le rendement, combien il faut payer le cacao pour couvrir les coûts, les charges que cette famille va devoir supporter au cours de l'année. Le deuxième pilier du commerce équitable, qui est souvent plus méconnu, c'est qu'on achète le cacao à un bon prix, à Norandino, à tous nos partenaires, mais on s'engage aussi sur plusieurs années, on s'engage sur le long terme, pour que les producteurs puissent planter du cacao, puissent entretenir leur verger, en sachant qu'ils auront un bon prix les années qui suivent et que cet investissement ne sera pas perdu. La coopérative, collectivement, ça permet d'organiser soi-même la collecte, de ne pas être dépendant des transporteurs, de se réapproprier les intrants, de les produire soi-même. Ça permet de se réapproprier toute la formation technique. C'est pour ça que, grâce à la relation avec les marchés bio-éthicables, on a mis en place la reforestation. Le système de plantation de cacao d'Amérique latine et surtout de notre coopérative, c'est un système plus durable parce qu'on a planté beaucoup d'arbres chaque année. Et l'agroforesterie, c'est précisément ça. Cultiver les plantes pour lesquelles on trouve un intérêt, parce que ça procure du cacao, ça procure des revenus, mais en association avec des arbres amis, avec une végétation amie, avec des insectes auxiliaires qu'on pourrait qualifier de amis à la culture de cacaoyer. Et ça permet de remonter un peu la filière
la transformation, parce que Norandino fait avec le cacao désormais. Norandino transforme ses fèves, n'exporte plus les fèves, exporte de la masse de cacao. Ça permet d'aller parler directement aux acheteurs de ce produit transformé, de gagner en valeur ajoutée, de créer du travail sur place et de diversifier ses débouchés. Donc on voit que les principes du commerce équitable collent de manière assez rapprochée à l'ensemble des enjeux clés de la filière. Ça se fait souvent sur un temps assez long, 5 ans, 10 ans, mais un partenariat équitable va permettre de transformer profondément la coopérative, les conditions de vie de ses producteurs, et que ça aille au-delà au final du partenariat équitable, que dans les 10 ans, ils soient plus organisés, ils soient eux-mêmes en capacité d'aller chercher d'autres clients, de transformer, et que ce partenariat équitable ait été véritablement transformateur pour la coopérative, pour la zone en général, que les pratiques même au champ, les pratiques de culture du cacao aient évolué vers de l'agroécologie, vers du bio, que ça impacte même les autres systèmes de culture autour. C'est ça l'objectif au final. C'est pas juste d'acheter du cacao au commerce équitable pour mettre le logo sur la tablette, mais véritablement de transformer à la base, d'avoir un véritable impact. Et ça, c'est une partie importante de notre travail, les agronomes à Etikap, de mesurer cet impact sur le terrain. C'est pas juste de signer des contrats, d'aller définir le prix, c'est de mesurer l'impact année après année, l'évolution de la coopérative en termes d'organisation, en termes de pratiques agricoles, en termes de maîtrise de la traçabilité, de la qualité. C'est tout ça qu'on cherche à faire avancer à travers une démarche de commerce équitable.